le point fort du bilan carbone, c'est quand même une donnée basée sur la science. À toutes les étapes du cycle de vie d'un produit, quel qu'il soit, on peut complètement repenser la façon de travailler. Le principal conseil, c'est de bien réaliser que si on ne prend pas le train aujourd'hui, on risque de rester sur le bord de la route. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 31 de Good Manufacturing Podcast, le podcast qui extrait les bonnes idées de l'industrie pharmaceutique. Alors nous continuons aujourd'hui notre série sur l'industrie pharmaceutique et les leviers qui vont permettre de réduire l'empreinte carbone de l'industrie pharmaceutique. Et aujourd'hui, on s'attaque au morceau principal car nous recevons un spécialiste du domaine. Aujourd'hui, nous sommes avec Stéphane Renard, gérant fondateur de Greenlink Consulting, qui accompagne les entreprises dans leur stratégie environnementale, donc avec du bilan carbone, de la stratégie RSE. Et il est également vice-président de l'association Force, qui est pour la facilitation des organisations, pareil pour la RSE. Il est également, et ça on y reviendra dans un instant, conférencier pour les shifters dans le domaine de la décarbonation de la santé. Bonjour Stéphane. Bonjour Paul-Adrien. Je suis également avec mon fameux collègue Romain. Romain, comment ça va ? Ça va très bien. Et toi ? Eh ben écoute, je suis extrêmement content de faire cet épisode que j'attendais de faire depuis très longtemps. Et du coup, c'est toute cette série d'épisodes, comme je le disais, se déroule grâce aux shifters. Donc les shifters, comme je disais dans l'épisode précédent, qui est une association pour une association de soutien bénévole au centre de réflexion des Shift Project qui œuvre à la décarbonation de l'économie. Donc merci beaucoup les shifters et le CT Santé qui a permis et Benoît Vincent également qui ont permis cette rencontre et ce podcast aujourd'hui. Tout à fait. C'est comme ça que nous avons été mis en contact et je suis ravi d'être avec vous pour parler de décarbonation de la santé en général, mais en particulier autour de l'industrie pharmaceutique. Eh bien, on commence tout de suite. Alors, est-ce que Stéphane, tu pourrais en plus compléter ma présentation succincte de ton profil et de te présenter rapidement, voilà. Oui, très bien. Donc, je suis Stéphane Renard. J'ai travaillé pendant 30 ans dans l'industrie pharmaceutique comme chef de projet. Donc, c'est un domaine que je connais bien. Et puis, il y a 2 ans, comme j'avais fait le tour de mon expertise que je voulais vraiment changer, je me suis laissé interpeller, comme beaucoup d'entre nous, par l'urgence de la transition écologique et j'ai décidé de changer complètement de domaine pour rentrer dans l'industrie de la décarbonation et surtout la décarbonation de l'industrie. Voilà, donc 2 ans que je travaille à me former d'abord à toutes ces questions et puis également à accompagner des entreprises dans leur stratégie de décarbonation. Ça inclut aussi beaucoup d'activités bénévoles tout autour, comme notamment le travail avec les shifters, qui est une association très riche et très intéressante avec beaucoup de gens très engagés. Et donc j'ai eu l'occasion aussi donc de faire des conférences dans différents hôpitaux pour expliquer le plan élaboré par le Shift Project pour décarboner la santé. Et dans ce plan, il se trouve que la principale empreinte carbone, c'est celle du médicament. Alors, très bonne transition. Donc, lorsqu'on parle d'empreinte carbone, qu'est-ce que c'est exactement ? Oui, tout à fait. Donc, il faut préciser pour nos auditeurs qu'est-ce que c'est qu'une empreinte carbone. Donc le constat qu'on fait depuis de nombreuses années, même s'il y a beaucoup de déni, c'est que la plupart de nos activités humaines ont pour conséquence de libérer des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le principal gaz à effet de serre que nous libérons, c'est du gaz carbonique. Donc on parle d'empreinte carbone, même s'il y a beaucoup d'autres gaz, certains étant
plus impactant que le carbone, par exemple le méthane, qui est 25 fois plus impactant que le carbone, mais n'ayant pas forcément la même durée dans l'atmosphère non plus. Il y a également les gaz réfrigérants utilisés dans les appareils réfrigérants qui ont un facteur impactant énorme par rapport au carbone, mais qui heureusement sont libérés en faible quantité. Donc toutes nos activités vont libérer ces gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère vont essentiellement retenir la chaleur qui tente de s'échapper de la Terre sous forme d'infrarouge. Et donc, une partie de la chaleur est retenue dans l'atmosphère. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un phénomène physique qui est connu depuis le 19e siècle et qui contribue à ce que la Terre ne soit pas glaciale. Mais en fait, dans les 50 dernières années, on a eu une accélération de la libération de carbone tellement importante qu'on a radicalement changé la température moyenne à la surface de la Terre. Voilà. Alors, on commence à s'en inquiéter. Déjà, on commençait à s'en inquiéter il y a 50 ans, mais il y a eu beaucoup de déni. Aujourd'hui, le déni n'est plus possible. Et donc, on doit se préoccuper de cette quantité de carbone qu'on relargue dans l'atmosphère. Et l'empreinte carbone, c'est calculé généralement à l'échelle d'une année. Combien telle activité humaine va libérer d'équivalent carbone en gaz à effet de serre. Voilà. L'industrie de la santé a un rôle important. C'est une énergie qui est assez consommatrice, une activité qui est consommatrice d'énergie, qui, de par le monde, peut représenter 4 à 8% des empreintes carbone des différents États. Et là, c'est énorme. Oui, c'est énorme, c'est important, ouais. Et c'est pas toujours proportionnel à l'efficacité des soins, ce qui montre qu'on peut largement optimiser tout ça. Et puis, dans ce bilan de la santé, il y a un impact de 30% du médicament. Alors, l'impact du médicament est vraiment important puisque, en fait, cet impact, il est calculé en équivalent par rapport à la valeur en euros de la quantité de médicaments achetés. Et donc, quand on achète l'équivalent de 10 euros de médicaments, même s'ils sont remboursés par la sécurité sociale, c'est quasiment comme si on brûlait 2 litres d'essence. Donc, c'est quand même assez important. Alors, c'est un domaine sur lequel il va falloir travailler. Heureusement, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que l'industrie pharmaceutique a commencé déjà à largement se pencher sur la question, et notamment le syndicat du médicament, le LEM. Donc, il y a des chiffres qui sont disponibles. On peut parler de l'état d'avancement de la réflexion dans ce domaine. Il y a beaucoup de données qui sont rendues publiques. Donc, on va pas parler dans le vide. On va pouvoir citer des chiffres et montrer des plans qui sont déjà en train d'être mis en œuvre. Donc il y a énormément de trucs trop intéressants que tu viens de dire dans cette courte introduction très claire. Déjà, quand tu dis que l'émission carbone n'est pas proportionnelle à l'efficacité des soins, ça c'est super intéressant. Ça veut dire qu'il y a des systèmes de santé qui vont avoir une efficacité moindre mais émettre énormément de carbone, tandis qu'il y en a d'autres qui vont avoir une efficacité important, donc c'est-à-dire les gens vont être très bien soignés et pourtant réussir à ne pas émettre trop de gaz à effet de serre dans leur exécution, quoi. Oui, tout à fait. Si on compare l'empreinte aux États-Unis et l'empreinte en France, par exemple, et qu'on mesure leur efficacité en termes d'espérance de vie des citoyens, on voit que on peut effectivement en France, avec quelque chose déjà de beaucoup plus raisonné et beaucoup moins impactant, avoir une très bonne efficacité des soins et un fort impact sur l'espérance de vie. On peut peut-être préciser quels sont les autres postes d'émission dans le bilan carbone de la santé. Donc 30%, c'est le médicament lui-même. Oui. Et tout le reste, ça va être quoi du coup Alors le deuxième poste d'émission le plus important, c'est l'appareillage médical, qui en fait est très souvent renouvelé. C'est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'évolutions technologiques, beaucoup d'achats de matériel très 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 impactant. Donc ça, c'est le deuxième poste qui est quasiment équivalent à celui du médicament. Ce qu'on appelle dispositif médical. Tous les apparillages qui permettent de faire de la mesure, une IRM par exemple. Voilà, tous
tout ce qui est l'équipement médical des hôpitaux et de la santé en général. Ça, c'est le deuxième poste. Et le troisième poste, c'est la mobilité. Il y a donc beaucoup de gens qui sont véhiculés pour se rendre à des soins. Donc ça, la mobilité, de toute façon, est un poste important dans tous les bilans carbone, que ce soit celui d'un hôtel avec la mobilité des clients qui vont se rendre à l'hôtel, ou d'un hôpital avec les patients qui vont se rendre à l'hôpital ou qui vont être déplacés pour tel ou tel soin. Donc on parle. Donc là, il y a un autre truc, c'est que tu as dit que ça représentait 4 à 8% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Oui. Donc on n'est pas sur un petit sujet, quoi. Donc c'est-à-dire que la décarbonation du système de santé en général, c'est un énorme, c'est un dixième quasiment entre 5 et c'est un énorme truc, c'est pas un petit sujet, quoi. C'est tout à fait, c'est un chantier très important. Et puis si on repense aux accords de Paris, donc les accords de Paris de 2015 nous amène à la conclusion que il faut que chaque humain sur Terre réduise son empreinte carbone à moins de 2 tonnes équivalent carbone par an. Au niveau européen et la France en particulier, on est à 10 tonnes. Ouais. Donc on a pour objectif de passer de 10 tonnes à 2 tonnes en 2050. Mais évidemment, sur ces 10 tonnes, il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de mes propres comportements. Il y a tous les services publics, et en particulier la santé. Donc si moi, en tant qu'individu, j'ai pour ambition de passer de 10 tonnes à 2 tonnes, il va falloir certes que je fasse preuve d'une grande sobriété, mais il va falloir également que tous les services publics auxquels j'ai recours diminuent fortement leur empreinte carbone, la santé en particulier. Ouais, c'est très clair, parce que effectivement, comme tu l'as dit, si les 10 euros de médicaments qui font 2 litres d'essence, du coup 10 euros, ça fait à peu près 5 boîtes de paracétamol. Les 5 boîtes de paracétamol, t'en as besoin, et le seul moyen d'arriver à réduire ça, c'est que les boîtes de paracétamol fassent moins de 2 litres d'essence. Donc il faut bosser sur réduire la quantité de carbone émise par la fabrication et la dispensation de ces 5 boîtes, quoi. C'est évident, parce que là on peut rien y faire, quoi. Voilà. Donc si on veut faire ça, on peut travailler sur l'analyse du cycle de vie de ta boîte de paracétamol, et donc aller regarder tous les impacts que ça va avoir depuis la production du principe actif, avec tout ce qui va rentrer dans sa composition, sa fabrication, mais aussi tout le cycle de vie, donc le transport pour qu'il te parvienne, ce que tu vas en faire, et puis la fin de vie également. Ça inclut également évidemment les emballages. Donc il y a tout un périmètre qui est particulièrement important, qui définit l'empreinte carbone. Et quelque chose qu'il faut qu'on précise dès le début, qui est très important pour nos auditeurs, quand on parle d'impact carbone, on parle de scope 1, scope 2, scope 3. Profitons-en pendant que c'est simple, parce que maintenant les scopes vont passer de 1 à 18, pour être plus détaillé. Le scope 1 et le scope 2, c'est l'énergie qui est consommée directement. Le scope 1, ça va être l'essence dans la voiture ou le fuel dans la chaudière. Le scope 2, ça va être indirect, ça va être par exemple l'électricité, qui pourrait être produite, nécessite des consommations de fossiles. Et en fait, ces deux éléments-là, le scope 1 et le scope 2, c'est sur quoi beaucoup d'industries se sont concentrées jusqu'à présent, parce que c'était la seule partie obligatoire jusqu'à l'année dernière. Et ça, en gros, le scope 1 et le scope 2, ça nécessite des investissements, mais ça pourrait se remplacer entièrement par du renouvelable, théoriquement. On pourrait, on va être caricatural, mais dire on passe tout en solaire. Ok, très bien. Mais ça n'est que 10% en fait de l'empreinte carbone. La partie la plus importante, c'est ce qu'on appelle le scope 3, c'est tout ce qui est indirect, c'est-à-dire les matières premières qui me parviennent, les collaborateurs qui viennent travailler, quelle est leur mobilité, les immobilisations de l'entreprise, et puis ce que l'entreprise produit, comment elle le transporte, et le cycle de vie auprès des utilisateurs. Donc ces 90% là, c'est la partie la plus importante et la plus difficile à gérer, parce que là, il s'agit pas simplement d'installer des panneaux solaires sur son toit. Il faut travailler avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, aussi bien les fournisseurs que les clients, que les transporteurs. Donc là, c'est là qu'il y a des très très forts enjeux. C'est là que c'est particulièrement difficile. Et c'est sur ça qu'il faut réfléchir. C'est également à ça que sert
le calcul du bilan carbone, puisque avec le bilan carbone, on va être capable de mesurer quels sont les impacts de chacune de ces étapes, et connaissant ces impacts exacts, avec les mesures qu'on va mettre en œuvre, on va être capable de dire, ah bah tiens, je vais réduire de tant de pourcents tel impact. Alors, avant d'aller plus loin sur justement ce que c'est que le cycle de vie et le bilan carbone, il faut quand même préciser un dernier truc que tu as dit dans ton introduction, c'est que pour l'instant, l'impact carbone de l'industrie pharmaceutique et plus généralement du système de santé est calculé via un facteur d'émission. Oui. Par euro dépensé. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus pour qu'on comprenne là où on en est et les problèmes que ça génère par rapport au justement au levier d'action potentiel qu'on pourrait mettre en place? Tout à fait, oui, c'est important. Donc le facteur d'émission, c'est le paramètre mathématique qui va nous permettre de transformer une quantité de matière ou une activité en équivalent carbone. Alors, donc j'ai fait tout à l'heure une comparaison entre 10 euros de médicaments et 2 litres d'essence. Bon, c'est parce que le facteur d'émission de 2 litres d'essence en plomb, par exemple, il est d'à peu près 2,5 kilos de carbone par litre. Donc voilà, on le connaît. Et puis on peut le mettre par litre. Pour les médicaments, c'est un peu plus compliqué puisque il y a une très grande diversité de médicaments, de processus de synthèse, etc. Donc les données qui sont calculées sont des moyennes sur toute l'industrie. Alors ces moyennes ont quand même été validées, donc par des études scientifiques, et puis aussi maintenant, chaque fois que il y a une nouvelle unité de production qui fait son bilan carbone, on rajoute les données et on voit que on est dans le même ordre de grandeur. Donc cet ordre de grandeur, c'est ce qu'on appelle un ratio monétaire, c'est-à-dire que là, c'est pas par litre, c'est pas par kilo, c'est par euro dépensé. Voilà. Donc pour ce qui est du médicament, le ratio monétaire, c'est de 500 kilos de CO2 par kilo euro. Voilà. Donc 5 kilos de CO2 pour 10 euros. Ou 500 tonnes de CO2 pour 1 million d'euros. Voilà, donc j'ai donné l'équivalent. Et en fait, le syndicat du médicament, le LEM, a fait les calculs sur les bases de plusieurs bilans carbone. Et en fait, ce chiffre, c'est pour les médicaments qui sont produits en France. Il semblerait que pour les médicaments qui sont produits à l'étranger, le chiffre soit un peu plus élevé. Au lieu de 500 kilos, on va être à plutôt à 700 kilos. Ce qui est logique par rapport au mix énergétique. L'énergie française vient des centrales nucléaires essentiellement. Il y a de ça, il y a de l'énergie bas carbone, quoi. Il y a la proximité, il y a le transport, mais il y a aussi les modes de travail, parce que c'est vrai qu'on est dans un pays où on a déjà commencé à mettre en œuvre de la décarbonation, où on a des pratiques de sobriété qui sont mises en place. Donc voilà. Mais ça illustre bien que quand on commence à travailler sur le processus, on peut obtenir des réductions significatives. Voilà. Mais l'objectif, c'est de réduire tout ça encore de 50 à 70% d'ici 2050. Et alors, du coup, c'est ça. Donc, on vient de voir le facteur d'émission par euro dépensé. Il a un problème majeur, c'est que on peut pas décomposer. Donc, on voit qu'effectivement, on a validé le fait que c'est le système de santé est un gros poste d'émission, donc 5 à 8% du CO2 mondial. Mais par contre, maintenant, on a un chiffre qui est représentatif, donc on sait que c'est important. Mais maintenant, comment on fait pour savoir dans ce truc-là quel est le plus gros poste? C'est compliqué avec le facteur d'émission par kilo dépensé. Tout à fait. Alors, il faudrait idéalement avoir un facteur d'émission pour chaque médicament, pour chaque processus. Alors, le Shift Project s'est un peu penché sur la question, par exemple, la question des inhalateurs. Vous avez certains inhalateurs qui sont propulsés par des gaz et d'autres qu'on va simplement aspirer. Et certains des gaz qui sont présents dans des inhalateurs peuvent avoir des pouvoirs réchauffants dans l'atmosphère. Et en fait, donc, en se penchant sur les inhalateurs, par exemple, ils ont mesuré que, suivant les marques et les modèles, on pouvait avoir un facteur 30 de différence. Wow, la vache! C'est vraiment important. Je pense que c'est là où il y a la plus grosse différence. Mais ça montre à quel point on peut, si on va dans le détail, voir des différences importantes. Donc ça,
le futur, ça va être d'avoir des indicateurs précis pour ça, comme maintenant quand on va acheter des produits alimentaires, on a un indicateur le Nutri-Score des calories, voilà. Il faudrait un petit peu trouver l'équivalent, voilà. Donc ces indicateurs, il reste encore à mettre en place. Et pour avoir discuté avec des pharmaciens après les conférences sur la décarbonation de la santé dans les hôpitaux, ceux-ci me disaient, nous, on est prêt à changer nos achats, à aller vers des achats plus durables, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'indicateur. Donc, quand ils notent leurs achats, ils peuvent donner une note environnementale qui est 15% de la note qu'ils donnent, donc il peut vraiment changer les achats. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas d'indicateur sous les yeux. Un des pharmaciens me disait, je peux pas lire un rapport de RSE de 300 pages pour chaque médicament que je commande. Et même si je lis ce rapport RSE de 300 pages, c'est difficile de se faire une opinion. Alors aujourd'hui, ça manque. C'est clair que il va falloir y venir, et ça va se faire sous plusieurs pressions. La pression de la réglementation française, avec la loi climat et résilience qui va imposer plus de transparence à tous les producteurs, mais également la réglementation européenne avec la fameuse CSRD qui se met en place à partir de l'année prochaine et qui obligera toutes les entreprises cotées en bourse à fournir des indicateurs très précis sur leur impact environnementaux, et on ne parle pas que d'impact carbone là. Donc petit à petit, ça va se mettre en place. Donc on l'a vu avec l'exemple des inhalateurs, ça peut être très impactant, et à partir du moment où il y a de la visibilité dans l'information, c'est le plus puissant levier pour faire changer les choses, évidemment, puisque à partir du moment où c'est visible, on sait qu'on n'a plus le choix et qu'on va se trouver face à de la concurrence qui va pouvoir proposer des choses moins impactantes. Donc, on peut espérer que d'ici quelques temps, ça va pouvoir se mettre en place et on va pouvoir avoir plus de visibilité là-dessus. En tout cas, les acteurs y travaillent. Il y a une proportion importante des acteurs de l'industrie des médicaments qui ont fait leur bilan carbone, qui sont en mesure de le publier. Donc voilà, ça se met en place. Et il faudra qu'on parle des plans de décarbonation. Qu'est-ce qui fait qu'on peut réduire l'impact carbone d'un médicament? Alors encore une fois, une foule d'informations qu'il faudrait développer dans ce que tu viens de dire. Premier truc, deux choses très importantes, c'est que tu as dit effectivement, sur les inhalateurs, il y en a qui sont 30 fois plus importants. Donc là, ça va dépendre, du principe actif, du gaz propulseur, mais également de la dose d'administration, parce qu'effectivement, si un truc tu dois l'administrer tous les quarts d'heure versus un truc que tu dois administrer une fois par jour, ça va être vachement différent. Et après aussi, tu as dit que effectivement tout le monde devra publier des données sur la production de carbone, mais ça implique d'avoir une méthode comparable. Et alors là, du coup, est-ce que maintenant, je pense qu'on a pas mal introduit le sujet, est-ce que maintenant tu peux expliquer quelle est cette méthode et pourquoi c'est important, est-ce que tu peux expliquer cette méthode? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est la force du bilan carbone, c'est que la façon dont le bilan carbone a été conçu, ça en fait une méthode comparable entre toutes les activités. Pour ça, quand on fait le bilan carbone, il faut qu'on prenne en compte toutes les activités qui sont absolument nécessaires pour ce qu'on est en train de mesurer. Donc le périmètre d'un bilan carbone va inclure tout ça. Donc ça inclut un certain nombre de choses. Donc ça inclut, si on considère une usine qui va produire un médicament, ça va inclure de regarder très en détail le processus de production du médicament, et on verra que un des facteurs très importants, parce que c'est de la chimie de synthèse, un facteur très important, c'est que cette industrie utilise d'énormes quantités de solvants chimiques. Bien. Donc, on va regarder tout ce processus, mais il y a également ce qu'on appelle les immobilisations, c'est-à-dire que tout ce qui est construit autour, tout le terrain,
tout le terrain qui est artificialisé aussi, qui a un impact. Donc voilà, il y a tout le périmètre de l'entreprise. Mais l'entreprise n'est pas une bulle isolée qui fonctionnerait toute seule. Hein. Il y a toutes les parties prenantes de l'entreprise qui sont tout aussi nécessaires pour son activité. Donc, ses fournisseurs, par exemple. Donc, on ne pourrait pas faire un médicament sans tous les fournisseurs en amont, fournisseurs de solvants, fournisseurs de matières premières qui vont être transformées par la chimie, mais également le transport de ces facteurs. Et donc, on voit déjà là tout de suite que se dessine quelque chose autour de l'organisation qu'il va y avoir autour de tout ça, et aussi des alliances qu'il va falloir mettre en place. Chaque industrie va devoir faire des alliances avec ses fournisseurs. Et chacun va devoir besoin de transparence l'un vis-à-vis de l'autre. Donc ça, c'est en amont. Il y a également, au niveau de l'activité de l'usine, il y a tous les collaborateurs qui viennent travailler. Donc, il y a la mobilité des collaborateurs, pour lequel on imagine que dans le futur, il va y avoir davantage de transport doux. S'ils viennent à vélo ou s'ils font 30 km en voiture chaque jour, ça fait quand même une différence très significative sur les bilans carbone. Et puis, au-delà, il y a tout le reste de la vie des produits. Donc il y a le fait de les transporter jusqu'à des revendeurs, peut-être des grossistes, puis les clients finaux. Donc il y a tout un cycle qui peut être particulièrement important, qu'il faudra rationaliser, qui est déjà très rationalisé quand même dans nos pays. C'est peut-être pour ça qu'on a un impact moins important. Et puis il y a la fin de vie. La fin de vie, c'est une question vraiment importante, pas uniquement en termes d'impact carbone d'ailleurs, puisque quand on pense qu'un médicament qu'on prend souvent par voie orale, pour la plupart des médicaments qu'on prend dans la vie quotidienne, il est absorbé il est absorbé dans l'intestin. Les facteurs d'absorption sont souvent de l'ordre de 30%. Ça veut dire qu'il y a 70% du principe actif du médicament qui se retrouve dans les selles, donc qui est renvoyé dans l'environnement, avec des impacts qu'on ignore très très largement, mais on en a beaucoup parlé pour les antibiotiques, de l'impact du One Health, donc la libération des antibiotiques dans l'environnement sur la résistance. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a quelques exemples qui sont connus de par le monde, des exemples précis, puis beaucoup d'inconnus. Donc tout ça, et puis aussi tous les médicaments que nous absorbons, qui sont en partie métabolisés par le foie, mais aussi en grande partie qui finissent par être libérés dans les urines, qui est la principale voie d'élimination du médicament. Donc voilà, tout ça fini, voilà. Il y a l'emballage aussi qui est un facteur très très important dont on peut discuter. L'industrie du médicament réfléchit beaucoup à l'emballage parce que c'est évident que la situation actuelle n'est pas satisfaisante. On a des emballages qui sont pas recyclables parce que en fait on a une sorte de capsule de PVC avec une feuille d'aluminium qui est collée dessus. Alors, je parle pour les blisters de médicaments. Et dès qu'on a deux éléments de nature complètement différente comme ça qui sont collés l'un à l'autre, derrière le recyclage est difficilement réalisable. Donc il va falloir repenser tout ça. Et en fait, je m'avance peut-être un peu sur la suite de la discussion, mais si on change l'emballage d'un médicament, il faut refaire évaluer l'autorisation de mise sur le marché, puisque ça peut impacter sa stabilité, etc., sa durée de vie. Et donc ça, ce sont des études très très coûteuses. Donc là, on a un nouvel obstacle qui se présente, qui est la réglementation. D'accord ? Voilà. Donc il y a l'emballage primaire, secondaire dans des boîtes, et puis après l'empaquetage à plus grande échelle, etc. Donc à tous ces niveaux-là, il faut intervenir, mais il y a des niveaux sur lesquels la réglementation a un impact très important. Alors il y a des termes qui me viennent à l'esprit là que j'ai lu dans pas mal de documents. Il y a du berceau à la tombe et du berceau à la porte, c'est ça ? Donc du berceau à la tombe, c'est ce que tu viens de dire, où c'est toute la chaîne depuis les précurseurs du principe actif jusqu'à les molécules rejetées dans les selles et des urines. Oui. Et du berceau à la porte, c'est du coup effectivement encore ces précurseurs jusqu'à par contre la porte de l'usine et puis après l'utilisation hors scope quoi. Oui, tout à fait. Alors là, on rentre dans un domaine qui est pas unique à l'industrie pharmaceutique, qui est la question des analyses de cycle de vie et en particulier donc de ce qu'on appelle l'économie circulaire. À toutes les étapes du cycle de vie d'un produit, quel qu'il soit, on peut complètement repenser la façon de travailler. La pensée
qui a été la pensée de la société de consommation. C'est j'extrais des ressources infinies de l'environnement, je produis des déchets qui, je ferme les yeux, vont être à un moment ou à un autre gérés par la nature ou par l'incinération, etc. L'économie circulaire, ça va être sortir de cette pensée linéaire d'extraction de ressources vers le déchet pour arriver à quelque chose qui est un peu plus renouvelable. Et donc, on va repenser toutes les étapes. Les achats. On va penser des achats durables, on va penser de la mutualisation, on va penser des alliances territoriales, le transport, on va repenser les modes de transport, la fabrication, donc il y a un sujet qu'on a déjà un petit peu abordé, repenser tout le mode de fabrication. L'utilisation qu'on va en faire et la durabilité des produits. Donc là, on va entrer dans ce qu'on appelle la consommation responsable et l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire de changer la façon d'utiliser les produits pour les rendre plus durables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus durable pour des médicaments? On peut y réfléchir. Et puis la fin de vie avec notamment tous les aspects sur lesquels on va pouvoir penser le recyclage et le réemploi pour être dans quelque chose d'un petit peu plus circulaire et un petit peu moins consommateur. Dans l'épisode précédent, Nicolas nous parlait des stylos injectables qui sont collectés pour être recyclés et réutilisés, quoi. Eh oui. Ça montre bien quelque chose d'important, c'est que toutes les parties prenantes sont concernées. Hein. Si on veut collecter pour changer la fin de vie, il va falloir que les utilisateurs finaux soient mobilisés aussi. Hein. Nous le voyons tous, on est petit à petit éduqués au recyclage et au tri des déchets, hein. Mais il y a certains tris qui vont demander un petit peu plus d'efforts que d'autres. Hein. Où est-ce qu'on va ramener les médicaments qui restent? Alors on sait déjà qu'on peut les ramener chez le pharmacien. Il y a déjà des filières qui se mettent en place, mais voilà. Tout ça, il faut le repenser. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont encore très, très embryonnaires. Mais ce que je trouve vachement intéressant, en incluant du coup la fin de vie dans l'étude, c'est que on peut se dire que jusqu'à maintenant, les industriels avaient quand même pas mal cherché à optimiser tout ce qui va être en amont, donc l'approvisionnement, la fabrication, oui. Mais qu'une fois que le produit sortait de l'usine, c'était plus du tout leur problème, quoi. Alors tout à fait. Jusqu'à présent, c'était le cas. D'inclure ça dans le bilan final, c'est peut-être ça qui va justement pousser à, comme on disait dans l'épisode précédent, à l'éco-conception, où le déchet final de leur produit est aussi de leur responsabilité, quoi. Oui, tout à fait. Et puis on voit tout de suite que à un moment il faut mutualiser ses efforts, hein, parce que c'est pas chaque producteur qui va aller traquer ses produits avec une puce GPS. Hein, donc à un moment il faut qu'au niveau de toute l'industrie il y a des filières qui se mettent en place, donc dans le prix du médicament, qu'on inclut également le prix de la récupération, et puis je le redis, une mobilisation des usagers également, hein, puisque aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de médicaments qui partent à la poubelle ou qui... Comme j'avais lu, hein, si on n'en prend qu'un demi-comprimé, par exemple, si on prend un comprimé, on le coupe en deux, on met la moitié à la poubelle, d'un coup, ça double le bilan carbone, quoi. Oui, tout à fait, exactement. Donc, cependant, il y a quand même pas mal d'études qui ont été faites à ce niveau-là. Les packaging correspondent plutôt pas mal pour une grande partie des médicaments à l'utilisation qui en est faite. Hein. Il n'y a pas de... ça est déjà assez rationalisé. Hein. Mais cependant, donc qu'est-ce qu'on fait des emballages, par exemple, aujourd'hui c'est une question qui reste majeure, hein, pour tous les plastiques. Et de façon plus générale, dans toute l'industrie de la santé, il y a beaucoup, pour des raisons d'hygiène notamment, hein, beaucoup de plastique à usage unique. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir remplacer par des matériaux plus naturels. On a parlé du médicament chimique, hein, mais il y a aussi les médicaments biologiques, hein, donc qui au niveau de la fabrication, c'est intéressant parce que ça va être produit par la fermentation, par différents processus naturels. Donc là, il y a surtout de la consommation d'énergie pour la stérilité, par exemple, mais donc c'est peut-être un peu plus vertueux que la chimie au niveau de la production, mais par contre, après, au niveau de la délivrance, il y a énormément de plastique à usage unique et de poches,
de jetable sur lequel il va falloir se repencher. Et là encore, une fois plus, avec une réglementation qui est quand même très contraignante. Alors, c'est une excellente transition. Parce que du coup, comme tu l'as dit Romain, mais d'une autre façon, l'industrie, effectivement, avant, elle s'était surtout concentrée, moi je pense, sur l'argent, quoi. C'est-à-dire combien ça coûterait de prendre ce principe actif de ce côté ou de le faire venir d'il là, combien ça me coûte moi sur mon processus. Et finalement, jamais personne, avant quelques années, s'était posé la question de quel est l'impact de faire venir mes produits de là-bas par rapport à les faire produire d'à côté, quoi. Et c'est là où en fait, on se rend, quand on connaît un peu comment l'industrie pharmaceutique est organisée, on se rend compte que là, on va mettre le nez dans un merdier incroyable parce que toutes les étapes sont ultra morcelées, c'est-à-dire que il va y avoir d'un côté les fabricants de principes actifs qui vont envoyer leurs principes actifs à des sites de formulation, qui eux derrière vont envoyer à parfois des sites de packaging, qui eux derrière vont envoyer à des distributeurs, qui derrière vont à la pharmacie, les patients, blablabla. Et c'est là où il va y avoir une difficulté que pour moi me semble énorme, quoi. C'est où est-ce qu'on s'arrête? C'est-à-dire que d'abord, ces fabricants de principes actifs, ok, ils vont avoir des solvants, ils vont être maîtres de leur processus, mais ils vont acheter des précurseurs à d'autres mecs, qui vont acheter des précurseurs à d'autres mecs, qui vont acheter des précurseurs à d'autres mecs, qui vont acheter vont acheter des clous à un type pour fabriquer des machines, quoi. Et donc, si on n'a pas tous les bilans, enfin du coup je sais pas, c'est une question pour toi Stéphane, si on n'a pas tous les bilans carbone, comment on fait pour faire un bilan carbone, quoi? Tout à fait. Donc c'est une sorte de système de poupées russes, qui sont emboîtées les unes dans les autres, tout à fait. Mais cependant maintenant c'est quand même très documenté, les bases de l'ADEME sont très très fournies. Donc l'ADEME, en fait, c'est quoi? L'ADEME, donc c'est l'agence de la maîtrise de l'énergie en France qui fournit une base de données de tous les facteurs d'émission pour les bilans carbone là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on raffine au fur et à mesure aussi. On a des incertitudes sur certains paramètres, donc on va faire premier bilan carbone, je sais pas, avec 30% ou 50% de marge d'erreur, et puis quand on va justement changer le processus pour essayer d'optimiser, là on va être amené à refaire les calculs un peu plus finement, à demander des comptes aux fournisseurs et donc arriver à des valeurs plus fines et être capable ou pas de démontrer qu'on a amélioré le bilan carbone. C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Je vais prendre un exemple très très simple. Vous avez certains types de plastiques qui sont pas recyclables à proximité, donc que vous envoyez à l'incinération. Et puis vous identifiez une usine, mais elle est 500 km plus loin, qui est capable de recycler tel type de plastique. Est-ce que le transport à 500 km va être rentable en termes d'impact carbone par rapport à ce que vous allez gagner en recyclant le plastique? Donc tout ça nécessite des calculs. Les calculs sont pas toujours gagnants. Ça peut être et notamment le mode de transport employé, parce que le transport routier aujourd'hui est très impactant. En 2050, on aura peut-être un transport routier qui fonctionnera à l'énergie renouvelable, peut-être. Et donc là, les calculs seront différents, mais aujourd'hui, c'est pas évident à calculer. Donc, tout ce périmètre, il faut réfléchir. Alors peut-être, je peux donner quelques chiffres. Pour ce qui est du scope 3, donc les 90% de l'empreinte du médicament, il y a la moitié du scope 3 qui vient des produits et des services qui sont achetés. Il y a 20% qui vient de tout ce qui est utilisation en aval de la production du médicament. Il y a 10% qui vient des immobilisations, c'est-à-dire donc les locaux, les machines, etc., les fermenteurs. Il y a seulement 5% qui vient des déchets et 5% qui vient des autres activités de fin de vie. Donc voilà, ça c'est un paramètre important. Moins de 5% qui vient du transport pour ce qui est des médicaments produits en France, évidemment. S'ils sont produits à l'autre bout du monde, cet impact va être beaucoup plus important. Et puis d'autres
paramètres dont on a parlé, comme les déplacements professionnels et les déplacements domicile-travail, etc., sont des petits postes dans l'impact du médicament. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas les réduire, mais voilà, j'ai brossé quelques éléments essentiels qui ont été identifiés. Donc, si on veut agir, il faut bien sûr agir sur tous les postes, mais si on veut avoir des impacts vraiment significatifs, il faut s'attaquer et investir dans les postes les plus importants. Par exemple, 15% pour ce qui est des achats, hein, 15% vient des achats de solvants. Donc, comment on change l'utilisation ou les achats de solvants pour réduire ce poste important de la synthèse des médicaments. Donc, ce qu'on a vu, c'est que le bilan carbone, donc ça va être une méthode qui va nous permettre d'identifier les postes qui vont avoir les plus gros impacts pour pouvoir agir dessus. Maintenant, quand on applique cette méthode pour identifier les impacts à l'ensemble de l'industrie, de mon point de vue, on va se heurter à un problème important. C'est-à-dire que, comme on a dit au départ, les acheteurs de médicaments n'attendent que ça. Ils attendent justement d'avoir un indicateur pour leur dire, OK, celui-là, il est chaud, enfin, ça produit du carbone à fond, versus celui-là qui en produit pas beaucoup, quoi. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que là, on essaye de mettre en place, avec une méthodologie commune, un indicateur d'achat qui va probablement permettre à des entreprises de faire du marketing hyper important, efficace, versus d'autres. Et pour l'instant, on a à peu près aucune idée. Enfin, on a peut-être une petite idée, mais on n'a pas trop d'idée de ce qui va en ressortir, quoi. Donc, non, aujourd'hui, non. Donc, par exemple, un médicament qui va acheter son principe actif en Inde et produit en Allemagne, il va avoir un bilan carbone bien plus important qu'un principe actif produit en France, fabriqué en France. Et là, du pour coup, le même principe actif, probablement. Ouais, oui. pour le même, ouais. Donc, tout à par fait, exemple, donc là, finalement, dès que les bilans carbone vont commencer à sortir, le gars qui fait principe actif français pour le même principe actif, même médicament, même dosage, le gars qui fait ça français, il va avoir un bilan carbone vraiment, théoriquement beaucoup plus bas, et donc il va avoir 15% d'impact positif via les achats plus tard, quoi. Donc c'est là où comment ça se passe là dans l'industrie là? Bah, c'est compliqué parce que il y a aussi le coût, hein. Si on a délocalisé une partie de l'industrie, c'était pour des raisons de coût de main d'œuvre, etc. Donc aujourd'hui, on est un petit peu entre les deux, hein. On est dans une situation où les coûts pour relancer l'industrie en Europe sont quand même encore un frein. Mais puisqu'on parle de dérèglement climatique, il faut qu'on pense dans les deux sens aussi, hein. Il faut qu'on imagine un futur où le dérèglement climatique va perturber de façon importante l'économie internationale, soit en perturbant grandement les transports. On a vu à quel point les importations de Chine avaient pu être impactées à un moment par le Covid. D'accord. Imaginez des successions de tempêtes dans une partie du monde, hein, qui vont causer des problèmes d'approvisionnement, hein. On l'a vu à toute petite échelle en France avec la question de la moutarde cette année ou l'année dernière, hein, la moutarde en provenance du Canada, tout d'un coup plus de production de moutarde. Donc on va peut-être avoir également des problèmes géopolitiques causés par tous ces dérèglements climatiques qui donc vont impacter les approvisionnements. Donc la question n'est pas juste de financière, elle n'est pas juste d'impact carbone, elle est aussi d'anticiper est-ce qu'on va pouvoir s'approvisionner en médicaments dans le futur, et donc quels sont les produits stratégiques qu'il va falloir relocaliser également, hein. On le voit aujourd'hui avec l'augmentin. Il y a une pénurie d'augmentin un petit peu partout. Donc, voilà, c'est l'antibiotique le plus utilisé en pédiatrie et puis même pour les adultes là. Et en fait,
Donc là, aujourd'hui, il faut faire plusieurs pharmacies avec son ordonnance pour avoir son augmentin. Mais imaginons que la crise s'aggrave et qu'on puisse pas soigner tout le monde, ça pourrait devenir problématique. Donc il y a tout ça à repenser, et donc c'est une pensée à mener au niveau de l'industrie. Les acteurs individuels eux-mêmes doivent se mutualiser pour arriver à rendre tout ça non seulement fonctionnel, mais rentable. C'est absolument génial. Donc là, on est en train de dire que finalement, la parution des bilans carbone aux médicaments permettrait de remettre les médicaments au juste prix en intégrant la production de carbone, et en plus permettrait d'améliorer la résilience du système de santé. Tout à fait. Alors, le juste prix, ça c'est une question vraiment importante, et il faut qu'on parle du concept de taxe carbone. Si on veut considérer vraiment dans toutes nos activités l'impact environnemental de toutes nos activités, il faudrait inclure dans le prix ce qu'on a appelé une taxe carbone, ce qui est quand même très difficile à mettre en œuvre, mais qui est quand même plus ou moins en train de se profiler un petit peu partout. On peut imaginer que dans le futur, la taxe carbone pourrait être à 200 € la tonne. Donc 200 €, ça veut dire quelques centimes en plus sur le litre d'essence, évidemment, mais ça veut dire aussi que, si on fait des efforts pour réduire l'impact carbone, on a également un avantage compétitif qui permet donc de financer ces efforts. Aujourd'hui, avec l'augmentation des prix de l'énergie, cet avantage, il commence déjà à apparaître. On le voit se profiler. Donc, tout ça doit rentrer en ligne de compte. Il y a d'autres industries qui ont décidé d'intégrer dans leur projet interne des taxes carbone fictives pour valoriser justement certains investissements qui peuvent sembler peu rentables aujourd'hui, mais qu'ils seront dans le futur, quand cet impact sera pris en compte. Voilà. Donc il y a des entreprises qui fonctionnent déjà quand il y a plusieurs projets en compétition plus ou moins sensibles à l'environnement, qui rajoutent une taxe carbone fictive dans l'évaluation interne des projets. Voilà. Ça peut être une façon de travailler également qui se met en place. Pour résoudre cette question de la rentabilité. Alors du coup, on en est où là de cette parution des bilans carbone par médicament? On a peut-être déjà répondu à certains trucs, mais oui, non. Aujourd'hui, c'est pas encore à l'ordre du jour, je pense. C'est un petit peu prématuré, et puis il faut certainement que ça s'organise et que ça se coordonne au niveau du syndicat du médicament, pas que ça se fasse en ordre dispersé, mais il y a déjà beaucoup d'efforts de communication, je trouve, puisqu'il y a beaucoup d'efforts de transparence. Il y a des documents qui sont très facilement disponibles sur Internet, avec non seulement les impacts, mais également, j'ai cité quelques exemples des différents postes, des plans pour réduire ces postes. Je pense que ça évolue et vite, et ça évolue bien. Les acteurs qui communiquent aujourd'hui, il faut quand même le souligner, c'est des gens qui ont commencé à réfléchir à la question il y a 5 ans. Il y a longtemps. Voilà, il faut du temps. Il faut du temps pour faire tous ces bilans, pour en tirer les leçons, et pour commencer à faire la démonstration, effectivement, de réduction efficace d'impact. De toute façon, sans la méthode et l'obligation, personne n'ira, parce que le risque est trop grand, quoi. Parce que si moi, je suis fabricant de médicaments, je me dis, allez, je suis bon élève, je lance mon bilan carbone. Du coup, le risque que le concurrent majeur sorte un bilan carbone juste en dessous, avec une méthode de calcul un peu différente, là, c'est la fin, quoi. Enfin, c'est tragique. Oui. Mais ça, c'est une question importante. Pour ce qui est des méthodes de calcul, c'est quand même, comme je l'ai dit, maintenant, il peut y avoir quelques variations dans le scope 3, mais on est tenu dans le scope 3 maintenant, depuis le début de l'année en France, là, de donner les postes les plus importants et de les préciser. Un bilan carbone, ça peut se recalculer, donc je pense que il n'y a pas forcément de problème de méthode.
Voilà. Ça, c'est vraiment le point fort du bilan carbone. C'est quand même une donnée basée sur la science. Et après, en termes d'obligations? Alors, en termes d'obligations, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Moi, j'attends beaucoup de la réglementation européenne CSRD qui va se mettre en place à partir du mois de janvier, là, puisque en fait, tous les acteurs vont être obligés de fournir des rapports très très complets sur leurs impacts environnementaux, pas seulement le carbone. Et pour fournir ces données, ils vont devoir faire appel à toutes leurs parties prenantes. Et donc, ça va se propager, je l'espère, de façon vertueuse. On a beaucoup parlé du triangle de l'inaction. Vous savez, les industriels ne font rien tant que les consommateurs ne demandent rien. L'État ne fait rien tant que les industriels et les consommateurs ne sont pas demandeurs. Et puis, chacun renvoie la balle aux autres. J'ai vraiment le sentiment, à travers ce que je vois émerger aujourd'hui, qu'on est en train de sortir du triangle de l'inaction. Les consommateurs sont sensibilisés. Beaucoup ont compris cette histoire de passer de 10 tonnes à 2 tonnes. Donc, ils se posent des questions. Ils disent, voilà, tel geste de la vie quotidienne, ils se rendent compte, je ne peux pas le résoudre tout seul. Il faut que je fasse appel aux industriels. Donc, il y a une demande qui se met en place. Les industriels, eux, réalisent également que ça va faire partie de leur économie dans un futur très très proche. Donc ils sont prêts à répondre à la demande. Et puis on a aussi l'État quand même qui se mobilise, hein. Vous avez vu la réglementation qui s'est mise en place pour tous les emballages plastiques. On a parfois l'impression que ce sont à la fois des trop petits pas pour les personnes les plus radicales qui voudraient que ça avance vite et qui sont conscientes de cette urgence climatique. Ce sont aussi des trop grands pas pour ceux pour qui c'est un effort important, hein. Et donc, il y a une sorte de juste milieu qui est en train de se mettre en place, hein, qui satisfait pas les plus pressés, mais qui ne provoque pas de révolte massive parmi les gens qui sont les plus réfractaires. Et petit à petit, ça rentre dans la culture. C'est ça qui est important, hein. Les changements ne rentrent que s'ils rentrent dans la culture. Moi, ce qui m'agace un peu, c'est que on peut faire tout ce qu'on veut, mais tant qu'on n'a pas de moyens de mesure, du coup, le bilan carbone, finalement, hein, on peut dire, c'est excellent, mais si encore une fois, c'est le poste le plus petit du truc, alors c'est une action, effectivement, oui, on a mis un panneau solaire sur le toit de l'usine, ou on a fait un potager pour fournir des carottes aux lapins. Oui. On fait beaucoup de communication là-dessus, mais on offre une plante dépolluante à tous nos collaborateurs. Ça, voilà, c'est des ça, choses qui ont lieu. Et finalement, le bilan carbone du médicament, du médicament numéro 1 de 80% des volumes du truc, au moins il a pas bougé. Du coup, en fait, sans mesure, on pourra jamais juger des actions, quoi. Donc c'est la mesure qui fera tout, pour moi, qui libérera tout, quoi. Ouais. Alors cette mesure, elle commence à être divulguée par les industries du médicament. Ils ont publié une feuille de route. Ils ont montré les progrès accomplis par ceux qui sont le plus avancés, hein, pour ce que j'ai vu de la feuille de route, sur 300 acteurs dans l'industrie du médicament, il y a au moins 50 acteurs qui représentent le plus gros du chiffre d'affaires, qui ont déjà avancé depuis 5 ans, qui ont déjà une feuille de route de décarbonation qui est en route et qui est compatible avec les objectifs de 2030. Ça, c'est top. Bon, il faut voir, oui, ça c'est vraiment bien. Il faut voir que ces premiers objectifs, ceux qu'on se donne pour 2030, c'est quand même les plus faciles à atteindre parce que même si ça nécessite des investissements, en retour, il y a beaucoup d'économies d'énergie. Donc, ça peut être des gains. Ça peut même être des gains pour l'entreprise, puisque les efforts de sobriété, ça paye aussi, hein. Maintenant, de 2030 à 2050, il va falloir des efforts beaucoup plus conséquents sur le scope 3. Hein. Si là, on se met à repenser, par exemple, toute la chimie du médicament, hein, si on se met à repenser l'usage des solvants, c'est-à-dire soit qu'on miniaturise les processus pour utiliser moins de solvants, soit qu'on recycle les solvants. C'est réalisable, hein, mais derrière, vous connaissez toute la réglementation qu'il y a sur les impuretés, etc. Voilà, si on recycle tous les solvants ou si on obtient les mêmes solvants mais avec des productions vertes, hein, à partir de produits naturels, voilà. Donc tout ça,
ça va nécessiter non seulement des efforts de conception particulièrement importants, des efforts réglementaires, puisqu'il va falloir refaire valider tout ça. On va pas refaire entièrement des autorisations de mise sur le marché de A à Z. Il faut à un moment qu'on repense les choses de façon rationnelle. Donc tout ça, là, la période 2030-2050, je pense qu'il y a d'intenses négociations qui doivent être en œuvre pour voir comment chaque partie prenante peut prendre sa part. Donc ça va être très important. Et puis en amont, en aval, totalement en aval, il y a notre consommation des médicaments qu'il faut repenser. Ça c'est quelque chose qui est proposé dans le Shift Project. Aujourd'hui, on a une utilisation très très curative. Si on passe à de la médecine plus préventive, on pourrait diminuer fortement notre consommation de médicaments. Mais est-ce que la médecine préventive fonctionne? Par exemple, on sait tous que le tabac, c'est très très mauvais pour la santé. Est-ce que pour autant tout le monde s'arrête de fumer? Non. Donc voilà, la médecine préventive, il va falloir qu'elle rentre aussi dans une nouvelle étape où la sensibilisation, tout comme la sensibilisation au climat, va prendre une nouvelle importance pour diminuer l'utilisation de médicaments. Quels médicaments sont remplaçables par des produits naturels également? Il y a tout un tas de petites choses, notamment en automédication, qu'on pourrait facilement remplacer par des produits naturels. Je sais que vous avez des interlocuteurs en tête pour en parler. Donc voilà, on enregistrera l'épisode la semaine dernière dessus. Voilà. Donc voilà, ça c'est un sujet vraiment intéressant aussi. Alors là, du coup, c'est tout ce que tu viens de dire là, c'est énormément de trucs aussi à décharger. Mais ouais, c'est les politiques de santé publique où là, je suis tombé dedans, justement en regardant un peu tout ce sujet. Effectivement, quand tu dis, et ça c'est trop intéressant de le voir, si sur 10 € de médicaments, ça fait pour 10 litres d'essence, 10 litres d'essence. 2 litres d'essence. Oui. Au final, si on les prend pas ces 10 € de médicaments, si on arrive à augmenter réduire au final la proportion de la population qui est malade chronique, c'est pareil, ça fait des dizaines de milliers de médicaments qu'on prendra plus, quoi. Et finalement, c'est 2 litres, plus de 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 2 litres. Et en plus, ça fera que les gens seront plus contents, finalement. Ouais. Et ça nous amène à une notion très importante qui est le découplage. Le découplage entre le chiffre d'affaires et les ventes. On en a beaucoup parlé pour les antibiotiques. Parce que en fait, donc on veut réduire l'usage des antibiotiques pour diminuer la résistance, mais également parce que les nouveaux antibiotiques à mettre sur le marché, il faudrait trouver des nouveaux antibiotiques, ne sont pas rentables parce que tous les antibiotiques étant génériques, on n'accepte pas de payer le prix de la recherche. Et ceux qu'ont mis en place plusieurs États européens ou sont sérieusement en train de le mettre en place, la Suède et l'Angleterre, c'est un découplage entre les ventes des nouveaux antibiotiques et le prix. C'est ce qu'on appelle aussi le modèle de l'extincteur. Quand vous payez pour avoir un extincteur chez vous, vous ne faites en sorte de ne pas avoir à l'utiliser. Vous acceptez de payer pour un extincteur sans l'utiliser. Vous ne provoquez pas un incendie juste pour rentabiliser votre extincteur. Eh bien là, ça pourrait se mettre en place aussi pour le médicament, c'est-à-dire que le service qui est rendu, c'est la mise en place d'une solution thérapeutique, pas forcément le fait d'en survendre, d'accord? Donc si on arrive à découpler les volumes de vente et l'argent qui est gagné par l'industrie, plus en fonction du service rendu territorial ou du service rendu en termes de santé, on va arriver à des modèles où, et ça c'est c'est une partie de l'économie circulaire qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, on cherche pas à vendre plus pour jeter plus, pour faire plus de déchets, pour produire plus, on cherche à faire du durable et du qualitatif qui va être rentabilisé. Alors ce modèle, il est à suivre de près pour les antibiotiques en Suède et en Angleterre, parce que il pourrait se mettre en place pour des tas d'autres médicaments. Et puis arriver à un prix plus juste aussi, et puis à ne pas survendre. Et comment, c'est quoi le mécanisme alors derrière ça? C'est des subventions de l'État, c'est? Oui.
Oui, c'est ça, Ouais. exactement. Oui, tout à fait. Donc l'État donne une subvention pour la découverte d'un nouveau médicament et pour la mise à disposition de ce médicament qui va permettre de rembourser la recherche, de rentabiliser tous les efforts qui ont été faits pour trouver une nouvelle solution thérapeutique. Et puis en échange de cela, l'industriel s'engage à fournir autant qu'il est nécessaire cette solution thérapeutique qui va peut-être être mise en réserve dans le cas des nouveaux antibiotiques. On veut pas provoquer la résistance tout de suite en les utilisant trop vite et en trop grosse quantité. Donc, on va peut-être les garder en réserve, certains d'entre eux. Oui. Ça, c'est trop bien, ça. Ouais. Je pensais qu'il y avait des règles contre ça en Europe. Enfin. Ouais, c'est ça. Ouais, les politiques. Trop grosse intervention de l'État. Ouais, du dumping, ouais. Oui, alors il y a des tas de problèmes de réglementation, hein, c'est sûr. Hein, il faut tout repenser. Puis c'est une repensée totale de tout le libre-échange, de tout le capitalisme, de tous les mécanismes du marché. Hein. Mais là, on est sur un produit qui est pas un produit de consommation banale. On est sur la santé. Hein. Voilà, donc c'est un peu remettre la production de médicaments comme service public en fait. Voilà, c'est ça exactement. Hein. Alors, on parle pas de nationaliser l'industrie pharmaceutique, hein, mais on parle de changer un peu le modèle et peut-être de le découpler en partie des ventes. Parce que c'est pour avoir pas mal étudié sur le cas des CDMO, enfin des CMO qui sont les usines qui fabriquent les médicaments génériques. Là, c'est de la folie, quoi. Finalement, c'est des produits qui sont un service important pour le système de santé, mais du coup, on tire les coûts au maximum, ce qui fait que ça tend la chaîne. On approvisionne à l'étranger, ça augmente le bilan carbone. On diminue le nombre de personnes qui fabriquent. Enfin, en gros, tout est réduit au minimum pour que ça coûte le moins d'argent possible. Mais finalement, en termes de résilience et finalement d'émissions carbone, ça, voilà, on se base sur le volume, donc ça va être faussé. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose à repenser. Alors, bon, ce que j'ai dit pour le modèle de l'extincteur, ça va pour les pays riches, hein, mais on est même au niveau de l'Europe, on a un certain nombre de pays qui ont du mal à rembourser les médicaments, hein, qui ont quand même des problèmes de trésorerie importants. Donc, c'est peut-être un peu idéaliste aujourd'hui, mais c'est quand même quelque chose à injecter dans le système qui va avoir son importance. Ouais, ça me paraît essentiel, ouais, notamment quand on regarde aussi par rapport aux pénuries, etc. C'est ce que tu avais dit au départ, hein, ça commence déjà à s'amorcer. Et donc, quand on va arriver dans la période 2030-2050, je pense qu'à un moment, il va falloir le valoriser, ce service rendu environnemental. C'est-à-dire que tous les industriels, hein, pas simplement dans la santé, vont dire nous on a fait jusqu'en 2030, là on a fait la part où c'était rentable pour nous. Là on rentre dans une part où on a des investissements absolument phénoménaux à faire pour éco-concevoir, changer toute la production, etc. Il faut qu'il y ait une reconnaissance de cet effort quelque part. Et donc il va falloir comptabiliser ça et faire rentrer ça dans l'économie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui y réfléchissent, hein, et puis qui veulent rajouter cette dimension environnementale dans la monnaie de différentes façons, hein, par des quotas, par des taxes carbone, par rajouter des dimensions à la monnaie. Ça va peut-être probablement se faire sous une forme ou sous une autre. Et c'est vraiment important, c'est le futur. Et d'ici 2030, du coup, les actions petits pas qu'on fait maintenant, ça aura sensibilisé tout un tas de personnes qui auront peut-être moins de freins à être d'accord avec justement ces gros changements que tu prévois pour 2030, quoi. Tout à fait. Et puis ceux qui sont le plus avancés, là, ce sont des projets pilotes. Hein. On voit, ils vont pouvoir rendre compte de combien ça coûte de changer tous ces processus. Quel est le retour sur investissement, hein, aussi. Hein. Donc voilà, tout ça, c'est tout ce qui se passe en ce moment est très important. Et contrairement à la perception générale, moi j'ai la perception que ça bouge et que les gens y réfléchissent vraiment beaucoup. Au niveau de la France, au niveau de l'Europe, hein, tous les pays n'ont pas la même sensibilité, mais ça se met en place. Alors, est-ce que tu aurais des conseils
à donner aux entreprises pharmaceutiques pour améliorer leurs pratiques en matière de bilan carbone, d'analyse de cycle de vie, etc. Oui, eh bien, je pense que il faut se projeter dans le futur. Il faut bien voir à quel point le monde dans lequel on vit va changer. On est là à un point de bascule au niveau climat. On voit des phénomènes climatiques de plus en plus extrêmes qui se produisent. Et donc, il faut se poser des questions de résilience et de durabilité. Comment je m'adapte à ce qui va se passer en 2035, en 2040 ? L'horizon 2100 est peut-être un petit peu trop éloigné avec la montée du niveau de la mer et des choses encore plus extrêmes, mais là, comment je m'y adapte ? Comment je m'adapte à cette pression qui va être vraiment importante pour pouvoir justifier de l'impact carbone. Donc, il faut... le principal conseil, c'est de bien réaliser que si on commence aujourd'hui, on commence à avoir des résultats concrets dans quelques quick wins, mais essentiellement des résultats concrets dans 5 ans. Donc, si on prend pas le train aujourd'hui, on risque de rester sur le bord de la route. Ça, c'est un élément vraiment important. Je pense que l'industrie du médicament et le LEM fournit énormément d'outils à tous ses partenaires pour faire le bilan carbone et pour réfléchir à la stratégie. Donc, il y a beaucoup de gens qui se penchent sur la question. C'est tout à fait réalisable pour tout le monde. Voilà. On voit le bénéfice qu'il y a pour tous ceux qui ont pu être précurseurs. Donc, le principal conseil, c'est de pas rester sur le bord de la route. Ensuite, le deuxième conseil, c'est le dialogue avec toutes les parties prenantes. Ça, c'est un élément essentiel de la RSE en général. Mais là, il faut commencer à construire un réseau d'interlocuteurs avec qui on peut travailler pour j'ai l'équivalent dans le bâtiment. J'ai un ami architecte qui fait des bâtiments à énergie positive, et la première chose qu'il dit, c'est: je me suis construit un réseau de fournisseurs avec qui je peux travailler pour les construire, ces bâtiments à énergie positive, avec des matériaux recyclés, etc. Ça se construit dans le temps. Un réseau, ça tombe pas tout seul dans un claquement de doigts. Donc ça, voilà, c'est penser le temps long, c'est penser la durée. C'est trop bien. Donc avoir un plan, quoi. En fait, c'est ça. C'est le plus avoir important. Avoir un plan. Voilà, les achats durables, c'est de la durée aussi. Il y a pas de je peux pas commander du jour au lendemain un catalogue d'achats durables, donc voilà, ça nécessite beaucoup de dialogue avec les fournisseurs, etc. Donc il y a des outils à mettre en place. Et puis la question des indicateurs, aussi bien pour ses clients, mais aussi ses actionnaires, sans doute. Il faut être capable de montrer avec des indicateurs qu'on est en train de progresser et que ce progrès est intéressant. Donc tout le monde a gagné à mettre en place des indicateurs au-delà du bilan carbone. Alors si on regarde les bases de l'ADEME, par exemple, dont j'ai parlé qui sont les bases de référence pour les bilans carbone, elles commencent à inclure aussi d'autres impacts. L'impact sur l'eau, par exemple. Sur l'eau, ouais. L'impact sur la santé, même à long terme, avec la pollution, etc. Il y a des indicateurs qui commencent à apparaître. Donc, tout ça va rentrer dans la culture dans les années à venir. Donc, il faut vraiment que tous les acteurs s'approprient cette nouvelle culture. Et on est là pour les aider. Il y a quand même toute une armada de gens qui se penchent sur la question, qui sont prêts à accompagner. Trop bien. Par contre, du coup, moi, cela dit, je reste inquiet par rapport au CMO qui sont dans une situation très bizarre, dans le sens où ils ont la réglementation, ils ont l'inflation et ils ont le prix bloqué, quoi. Et donc là, en plus de tout ça, on va venir leur catapulter dans le bazar. Il faut aussi faire des bilans carbone, il faut aller changer votre processus. Putain, mais les mecs, ils sont... Non, c'est très compliqué. Ils sont short, là. Pour ceux qui sont déjà au taquet sur les prix et sur les marges, c'est extrêmement compliqué, parce que tout ça est coûteux quand même. C'est pour ça qu'il faut
penser les choses de façon vraiment très très globale, essayer de penser là où il peut y avoir des gains en énergie, etc. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup d'acteurs pour qui c'est une contrainte vraiment très difficile. Faut pas non plus être angélique sur la question. Hein. C'est clair que c'est bien ton ouverture. Ça reste un sujet très compliqué. Ton ouverture sur le repenser le financement de la santé est extrêmement importante. Je pense là c'est vraiment. Ceci dit, il y a des aides. Hein. Ceci dit, il y a des aides. Hein. Toutes les entreprises qui veulent se lancer dans un plan significatif de décarbonation, que ce soit avec BPI ou avec l'ADEME, qui fonctionnent ensemble d'ailleurs, hein, il y a moyen de rentrer dans des programmes de financement. Hein. Trop bien. On peut avoir pour les investissements des financements qui vont jusqu'à 70% des investissements. Ah ouais. Alors, oui. Que ce soit au niveau régional, au niveau BPI, etc. Ce genre de choses se met en place de façon très très conséquente. Les acteurs régionaux sont très très impliqués. Il y a beaucoup d'aides et de ce que j'en sais, toutes les aides ne sont pas mobilisées, hein, parce que justement, il faut que les acteurs les demandent ces aides. Hein, donc il y a des dossiers à faire qui peuvent être sur lesquels des consultants peuvent aider évidemment à les préparer. Et puis voilà, ces aides-là, 70%, c'est significatif. Quand on sait que derrière, il va y avoir peut-être des économies d'énergie. Hein, et un avantage compétitif finalement. Il y a un avantage compétitif, voilà, parce que le prix de l'énergie, il va continuer à augmenter. Et puis, on a vu à quel point des événements géopolitiques imprévus, comme la guerre en Ukraine, pouvaient avoir un impact phénoménal sur le prix de certaines énergies. Donc tout ça, il faut l'anticiper. Voilà, ça fait 1h15 qu'on parle. Franchement, je pense que c'était un des meilleurs épisodes qui combine mes deux intérêts principaux en ce moment. Je suis absolument enchanté du résultat. C'est trop fort. Stéphane, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à tout ça? Bah écoute, j'étais en train de regarder rapidement toutes les conclusions et tous les sujets que je voulais amener sur la table, et je crois qu'on a vraiment abordé toutes les questions importantes. Hein. Je crois que l'importance de la transparence sur le secteur, hein, qui fera avancer les choses, l'importance de mettre en place tous ces indicateurs pour que les différentes parties prenantes puissent s'y retrouver, la difficulté du travail sur le scope 3, hein, le fait qu'on sorte du triangle de l'inaction, le fait qu'on ait des bonnes trajectoires pour 2030 et qu'il faille penser un petit peu en amont la trajectoire 2030-2050 qui va être beaucoup plus compliquée. Le fait de décorréler, peut commencer à découpler les volumes et le service rendu de la santé. Voilà tout un tas de pistes qui sont particulièrement intéressantes. Et surtout, le dialogue entre toutes les parties prenantes du secteur, hein, puisque rien ne vaut de bonnes alliances pour progresser. Trop bien. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu comment est-ce qu'on peut te contacter, tes entreprises, tes associations, tout ça? Oui, très bien. Greenlane Consulting peut se trouver facilement sur Internet, hein, avec toutes les choses qu'on propose. On propose évidemment des diagnostics de bilan carbone, mais également des ateliers de sensibilisation. C'est très intéressant de faire de la sensibilisation par rapport aux collaborateurs, parce que quand on a un plan à mettre en route, il faut arriver à impliquer tout le monde. Et pour impliquer tout le monde, il faut sensibiliser. Alors, il y a des outils formidables qui sont très connus maintenant, la fresque du climat, l'atelier d'automne, qui sont des super outils de sensibilisation auxquels beaucoup de gens sont formés. Nous, on a développé notre propre outil qu'on appelait la fresque d'entreprise, qui travaille beaucoup sur les questions d'économie circulaire, qui montre aux gens à la fois les impacts d'entreprise, mais comment ils peuvent eux-mêmes être acteurs du changement. Donc ça, c'est des outils vraiment intéressants à mettre en place. Il y a des associations, sur la région Rhône-Alpes, là, donc on a l'association Force qui aide à la RSE en général. Il y a les shifters qui sont présents partout en France. C'est une association avec un nombre de bénévoles absolument incroyable et très très engagé. Hein, donc ultra actif.
ultra actif, voilà, avec un système de fonctionnement formidable, avec chacun peut porter des projets, hein, et voilà, et notamment dans le domaine de la santé, il y a le cercle thématique de la santé qui est vraiment très efficace. Donc voilà, il y a énormément d'aide qu'on peut mobiliser, à la fois au niveau des forces vives et puis au niveau, j'en ai parlé, des subventions pour mettre en œuvre le changement. Excellent. Parfait. Bon, écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter Stéphane si vous avez des questions. Et à bientôt pour un prochain épisode. Merci. Salut.